Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Monsieur le Président, je dois vous avouer que je craignais un peu d'être sanctionné parce que mon intervention va faire un tout petit peu plus de 5 minutes. Mais j'ai été rassuré de constater que c'est vous qui présidiez cette... Je connais votre... Quand on a fait quelques milliers de kilomètres, on peut déborder un petit peu. Je connais votre clémence et je sais que ces 30 secondes de perdu auront un effet multiplicateur, je l'espère. La problématique de l'indivision se pose dans nos territoires insulaires, notamment en Martinique, avec une acuité extrême. C'est un enjeu crucial. Du fait de l'indivision, le blocage du foncier et du bâti pénalise toutes les politiques visant à la résorption de l'habitat indigne, à l'amélioration ou à la revitalisation des quartiers, des centres-bourgs, à l'aménagement du territoire et même à la salubrité publique et à la protection de l'environnement. Comble d'ironie, nombre d'indivisaires se retrouvent souvent locataires, hébergés et parfois même SDF, alors qu'ils sont propriétaires en indivision. Cette situation que l'on observe dans de nombreuses régions françaises est outre-mer la résultante spécifique d'une histoire douloureuse et prégnante. C'est l'histoire de l'accaparement par une minorité du foncier. Histoire d'injustice, histoire de spoliation, née de la colonisation et de l'esclavage. Il faut en avoir conscience. Cette situation est aggravée aussi par notre géographie. Dans nos territoires micro-insulaires, nos territoires micro-insulaires sont par définition non extensibles. Et plus qu'ailleurs, le foncier est contraint. Il doit donc être optimisé et protégé. Avec mes collègues du groupe GDR, avec l'ensemble des parlementaires d'outre-mer, avec le rapporteur, nous nous inscrivons aujourd'hui dans une démarche partenariale et solidaire, comme je l'ai rappelé à l'occasion de la visite du Premier ministre en Martinique récemment. Ce qui démontre deux choses. La première, c'est que le bon sens n'est pas l'exclusivité d'un parti politique. Et la deuxième, c'est que l'indivision ne doit pas nous diviser. Concrètement, quelle est la situation? Aujourd'hui, s'ils veulent sortir de l'indivision successorale par le partage ou la vente à l'amiable, les indivisaires doivent tous être d'accord. C'est la règle de l'unanimité. Néanmoins, des dérogations à la règle de l'unanimité existent déjà au sein du Code civil, mais sous condition d'obtenir l'autorisation du juge. En cas de mise en péril de l'intérêt commun, par exemple, article 815-5, un indivisaire peut agir tout seul. Ou encore, par exemple, en cas de possibilité de vente à la majorité des 2/3, mais sur licitation, c'est-à-dire vente aux enchères, article 815-5-1. Mais de telles dispositions, qui assouplissent les règles de l'unanimité pour sortir de l'indivision, demeurent insuffisantes, inadaptées et sous-appliquées. Difficile, en effet, de devoir ester en justice contre sa propre famille pour voir, en définitive, la maison familiale vendue aux enchères. L'option d'une simple réécriture de l'article 815-5-1 n'a pas été choisie. Soit, mais d'où l'importance, si une loi spécifique est adoptée, de l'adapter afin qu'elle colle au mieux à nos réalités, c'est une condition sine qua non. Si je partage la philosophie de cette proposition, abaissement de la majorité à plus de 50%, absence de nécessité de saisine du juge, je n'ignore pas pour autant le risque d'inconstitutionnalité possible et surtout le risque d'inapplicabilité concrète. De surcroît, la dimension financière, qui est tout autant que la règle de l'unanimité un facteur de blocage, à travers le paiement des soultes, les droits d'enregistrement, etc., n'a ici absolument pas été prise en considération, au contraire de Mayotte et de la Corse. Pourquoi? Le risque en l'état, c'est de nous évertuer à faire de la prose théorique ou rhétorique. En clair, une opération de com', sans que dans la pratique, nos territoires en récoltent les fruits tant espérés de cette proposition de loi. Enfin, puisqu'il s'agit d'une loi expérimentale pour une durée de 10 ans, un outil d'évaluation permettant d'en faire le bilan et de faire évoluer le texte paraît
indispensable. C'est pourquoi nous proposons, quant à nous, un observatoire, à l'instar du GIP titrement pour la reconstitution des titres, sur lequel j'avais interpellé déjà le gouvernement à l'époque, en 2014. Nous sommes donc porteurs d'une série d'amendements visant d'une part à sécuriser la mise en œuvre de ce texte et d'autre part à mieux garantir son efficacité, réduire le risque en augmentant l'efficacité de la loi. Que demander de mieux? Pour sécuriser la mise en œuvre de la loi, il est important déjà de mettre en cohérence et de mieux harmoniser la loi avec les autres dispositions du Code civil. Notamment, je pense à la question des délais, 5 ans ou 10 ans, on aura le débat, mais en particulier pour l'option successorale et pour la possession d'État. Mais aussi, je pense à l'harmonisation des règles de la majorité, notamment pour les actes simples d'administration. Nous devons aussi nous préoccuper de mieux assurer le respect des droits des autres indivisaires. Si la présence de nombreux indivisaires géographiquement éloignés a été soulignée dans l'exposé des motifs comme l'une des causes de blocage, leur prise en compte mérite d'être mieux déclinée expressément au-delà de la notification de la publication. Le respect des indivisaires passe aussi par le recours à de véritables experts immobiliers, seuls habilités à fixer la valeur du bien, question sensible qui peut être à l'origine de controverses. Il faut aussi pallier le silence de la loi. En effet, si pour le partage, le texte semble clair, pour la vente, il y a lacune, car rien n'a été précisé quant aux critères de répartition du prix et aux conséquences de l'opposition éventuelle d'indivisaires. D'autre part, pour assurer l'efficacité de la loi et pour espérer une sortie effective de l'indivision, il convient de mieux appréhender son champ d'application. Tel que rédigé, la proposition de loi pourrait s'avérer difficilement applicable par les professionnels dans le cas où un indivisaire détiendrait tout seul plus de 50% des droits indivis, ou encore lorsque parmi les indivisaires se trouve un majeur protégé. Il convient aussi d'éviter les risques de blocage en cas d'opposition. En cas d'opposition à la vente, en application du texte proposé, le processus est purement et simplement anéanti. Or, la majorité étant abaissée à 50%, le risque d'exposition est d'autant plus grand et le texte se trouverait alors vidé de sa substance. Il faut aussi introduire des dispositions financières, ça c'est indispensable. C'est là que se trouve l'autre véritable nœud du problème de l'indivision. La Corse comme Mayotte en bénéficient. Ils ont bénéficié d'un certain nombre de mesures fiscales dont on peut s'inspirer. C'est l'objet d'un certain nombre de nos amendements. En conclusion, vous comprendrez que notre implication sur ce texte est positive, contributive et à la mesure des enjeux et des besoins. Pour pouvoir favoriser une sortie effective de l'indivision, nos propositions entendent lui donner corps, consistance, pertinence, cohérence. Ainsi, nous devons travailler ensemble le fond et le voter dès ce soir. En particulier, j'insiste sur un point. L'option du partage doit rester l'option prioritaire pour éviter toute visée spéculative. Après le génocide par substitution dénoncé en son temps par Aimé Césaire, le génocide contemporain par empoisonnement à la chlordécone, nous ne saurions nous résoudre demain à un génocide par dépossession. Et à défaut d'une amélioration du texte, nous n'aurons pas les résultats escomptés. Je termine vraiment, Président, en disant que l'exercice de la loi ne saurait se circonscrire en effet à penser les mots, au sens créole de parler de belles paroles, mais plutôt à penser des mots au sens de soigner et de remédier à un mal. Il y a plus de 400 ans, Euripide disait déjà « Il n'existe pas plus grande douleur au monde que de perdre sa terre natale ». Merci. Merci. Monsieur